directives anticipées, ça concerne les patients qui ne sont pas en mesure de donner leur avis. Donc, dans l'immense majorité des cas, quand on parle d'une trachéotomie, quand on parle d'un anus artificiel ou n'importe quoi, on est dans une situation où le patient peut donner son avis et est en mesure de refuser le soin. Donc attention à ne pas tout mélanger, c'est-à-dire que... Voilà. Et donc, nous, en réanimation, on a tendance à considérer que, même si présentement, dans l'urgence, le patient n'est pas en mesure de donner son avis, parce qu'il est dans un état de choc ou dans une situation grave, si il va être en mesure de donner son avis rapidement par la suite, et ben dans ce cas-là, il faut faire, et puis c'est d'ailleurs ce que dit la loi, il faut attendre une évaluation complète quand on est dans une urgence, pour pouvoir évaluer son avis après. Il sera toujours temps de refuser le soin par la suite. La situation est véritablement différente, et c'est là-dessus qu'on a vraiment besoin des directives anticipées, c'est quand le patient ne sera plus jamais en mesure de donner son avis. C'est-à-dire justement le traumatisme crânien, les attentes graves, etc., etc. Et là, on est, comme le disait Eric, dans une situation vraiment... on n'a pas de réponse, on ne sait pas vraiment ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien. Et là-dessus, avoir l'avis de la personne serait idéal. Avoir des directives anticipées, c'est déjà une grosse avancée, parce que ça donne une vraie idée de l'avis de la personne sur cette situation, même si ça peut être très compliqué de savoir si l'avis était correctement pensé, s'il correspond à la situation dans laquelle on est, etc. etc. Et puis ensuite, la personne de confiance, et à défaut les proches, nous donne une approximation de ce qu'était l'avis de la personne. Tout ça pour faire dans les meilleurs... pour, encore une fois, que le patient soit vraiment le partenaire et qu'on puisse faire ensemble ce qu'il y a de mieux pour lui, ce qu'il aurait voulu. Voilà, donc juste voilà, attention, dans la plupart des cas, quand on est capable de donner son avis, on n'a pas besoin de directive anticipée. C'est ça que je voulais dire. Et ça, c'est important. La plupart des patients para ou tétraplégiques sont parfaitement capables de refuser un soin. Il faudra bien sûr respecter les choses s'ils refusent un soin, mais il n'y a pas forcément de problématique là-dessus à dire je ne voudrais pas être paraplégique. Ça c'est quelque chose qui nous pose beaucoup, qui ne pose pas vraiment, enfin, qui n'est pas une situation les plus problématiques. Les situations vraiment les plus problématiques, et ce qu'il faut imaginer quand on rédige des directives anticipées, en tout cas quand on est en bonne santé et qu'on imagine un accident, c'est pas du tout la même chose de rédiger une directive anticipée quand on est dans un projet de soins d'une maladie grave qui va évoluer fatalement à moyen terme. Quand on est en bonne santé et qu'on veut rédiger des directives anticipées pour ce qui arrivera s'il m'arrive un accident, ce qui arrivera s'il m'arrive une maladie aiguë brutale, ce qui m'arrivera dans ces situations-là, il faut vraiment imaginer, quand je ne pourrais pas donner mon avis, qu'est-ce que je voudrais qu'on applique. Mais quand je peux donner mon avis, je donne mon avis. Il faut que je puisse le donner. Il y a des fois, je me dis, en vous entendant, et je reviens sur la question de l'adversité, on voyait bien tout à l'heure le listing des actes qu'on peut avoir envie de dicter, hein, comme si finalement, je suis désolé, mais je crois qu'on a tous intégré que la décision, elle est médicale. Je fais ou je fais pas, je fais comme ci ou je fais comme ça. On ne peut pas remettre en question la décision médicale. Et il me semble que cette espèce de... c'est une opinion, donc elle est ouverte au débat. Cette espèce d'ingérence du patient qui viendrait à dicter au médecin ce qu'il aurait à faire me semble pas correspondre à l'intuition des directives anticipées. En vous entendant, je me dis, finalement, je n'ai pas encore écrit les miennes,
j'aurais peut-être plus à cœur, en vous entendant, de vous dire qui je suis, comment je fonctionne, de vous donner un peu accès à mon intimité intérieure, pour que vous puissiez raisonner correctement et prendre les bonnes décisions, plutôt que de vous dire que ce que vous avez à faire. Je sais pas que je me trompe. Oui, non, je suis d'accord avec ça. Pour moi, c'est exactement ça le point important. C'est-à-dire, si on rédige des directives anticipées pour dire si j'avais un anus artificiel, je ne le supporterais pas, ben, c'est impossible de savoir ça. Ben, il faudra voir si on ne le supporte pas. Et puis, si on ne le supporte pas, il sera temps d'arrêter les soins à ce moment-là. Par contre, donner son sentiment sur qu'est-ce que doit être le futur de ma vie si je ne suis plus la personne que je suis actuellement, c'est-à-dire si j'ai une atteinte neurologique qui fait que je ne suis plus capable de donner mon avis, j'ai changé profondément par atteinte cérébrale. Et ben c'est là que là, ça a tout son sens. Beaucoup, enfin, dans le sens des médecins qui prennent en charge les accidents, les situations aiguës, en tout cas. C'est surtout là que ça a son sens. C'est-à-dire arriver à connaître mieux le patient qu'on ne pouvait pas connaître, puisque nous, on l'a connu après l'accident. Donc essayer d'approcher au mieux la façon dont il voyait la vie pour tenter de répondre à sa place, à cette question-là. Alors la plupart du temps, on ne peut pas le faire, mais quand on a des directives anticipées, ou quand on a une personne de confiance, ou grâce aux discussions avec les proches, on essaye d'approcher un peu cette chose-là. Mais effectivement, il ne faut pas confondre la problématique du handicap qui n'est pas neurologique, qui n'entraîne pas de déficience à donner son opinion, en fait, simplement. Mais ça, c'est une problématique qui, dans l'aigu, est difficilement applicable dans le champ des directives anticipées, dans le sens. On peut se dire comment vous recevez ce qui vient d'être dit? Moi, je suis Frédéric Canton, je suis avocat, mais je suis surtout là comme citoyen. Et avant d'entrer dans cette salle, j'avais une opinion assez claire de ce qu'étaient les directives anticipées. Et je ne suis plus du tout sûr de moi maintenant. Je pense qu'au niveau de l'information, ce type de débat, dont je vous remercie vivement, devrait se multiplier, parce que je pense vraiment que, et je reprends aussi le témoignage de Chantal Lecoeur, que vraiment on ne peut pas savoir. C'est au pied du mur qu'on reconnaît le maçon, on dit souvent, mais c'est vraiment dans des situations où on peut se sentir effectivement qu'on est prêt à affronter la mort, et surtout des situations qu'on n'avait pas du tout envisagées. Donc c'est plutôt un témoignage de ce que je vis actuellement, donc là c'est pour ça que je vous le livre, et je trouve, enfin c'est un peu le sentiment que j'ai, je trouve que les directives anticipées c'est à la fois bénéfique pour les médecins, peut-être pour les aider dans la prise de décision, mais je pense aussi pour le patient futur ou le citoyen, ça peut être un poison. Parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'il se pose une question. Est-ce que je suis prêt à affronter certaines situations? Et au moment où il donne ses directives anticipées, peut-être qu'il n'est pas en mesure d'apprécier les conséquences de la décision qu'il prend, qui vont finalement entraîner une décision du médecin, puisqu'il aura ça sur lui, mais qu'au finalement, puisqu'il ne sera pas en mesure de les exprimer, c'est le médecin, peut-être ses proches qui auront une interprétation un peu différente de la volonté de la personne en question, qui prendront la décision, et une décision qui sera forcément prise à sa place. Un peu, voilà, c'est mon témoignage. Juste pour répondre à votre témoignage, ce dont on parlait par exemple de l'anus artificiel, où je suis aussi beaucoup de patients qui ont des troubles de déglutition, donc de temps en temps se pose la question de mettre une sonde d'alimentation, et puis on voit dans les directives anticipées, je ne souhaite pas d'alimentation par sonde. C'est des patients qui le plus souvent ont là pour le coup une maladie qui est quand même assez invalidante et qui peut être chronique et évolutive. Je pense que tout ça dépend du niveau d'information. Et dans ces cas qui sont un tout petit peu plus simples,
La première chose, c'est d'ouvrir le dialogue, d'expliquer qu'est-ce que c'est qu'une alimentation avec une sonde, qu'est-ce qui va se passer, comment va être votre vie, etc. Et puis, voilà, rassurer en disant, mais de toute façon, si ça ne va pas, ça s'enlève. Je pense que c'est beaucoup plus simple déjà, et il faut vraiment faire attention au niveau d'information dont vous disposez pour pouvoir prendre une décision. Et on ne peut pas décider sans trop savoir ce que c'est qu'une sonde d'alimentation, un anus artificiel, une trachéotomie, etc. Enfin, j'entends bien. D'ailleurs, je rendrai à témoin ce qu'on peut entendre sur le trottoir quand, ou dans nos propres entourages, lorsqu'on dit oh, je suis allé voir, c'est grave, un pipi, on met goutte à goutte, et puis là, l'oxygène. Voilà. Et nous, professionnels, bon, si la carte de G5 est trop libre pour passer un cap difficile, on ne voit pas où est le sujet, mais ça veut dire que ça n'a pas été expliqué, que ça n'a pas été compris.